Bonjour à tous, mais asseyez-vous surtout. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, peu de phénomènes ont un impact sur l'histoire tel qu'ils touchent et bouleversent tout ce que nous connaissons et nous obligent à penser le monde de manière nouvelle. Internet est bien sûr l'un de ces phénomènes. Il ouvre un monde virtuel sans limite et il bouleverse le monde tel que nous le connaissons. Rien n'échappe aujourd'hui au changement qu'apporte Internet et le numérique à notre vie, personnelle comme professionnelle. Internet est partout, c'est un fait, et nombreux sont ceux qui affirment que cela ne fait que commencer. Quand nous parlons d'Internet aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une technologie ou d'un média, nous parlons d'un secteur d'activité à part entière, secteur devenu essentiel à notre croissance économique, puisqu'il contribue pour plus de 70 milliards d'euros à notre produit intérieur brut. En valeur ajoutée, c'est déjà davantage que des secteurs clés comme l'énergie ou les transports. La généralisation de l'usage de l'Internet, et c'est là sa force, est un moteur de croissance des autres secteurs de notre économie. Plus des 3/4 de la valeur ajoutée créée dans notre économie numérique ne provient pas de nouveaux acteurs, mais d'entreprises traditionnelles qui ont développé des activités en ligne. Internet, c'est donc bien davantage qu'une filière, c'est une force de transformation qui traverse toute notre société et dont la contribution à la croissance de notre économie et à l'emploi s'accélère. Internet, et j'étais très étonné d'ailleurs en préparant cette réunion de constater cela, Internet a contribué à 25% de notre croissance de ces 2 dernières années. 25%. A créé plus de 700 000 emplois nets ces 15 dernières années. Internet, c'est plus d'1 million d'emplois directs ou indirects et un quart des nouveaux emplois créés en France depuis 5 ans. Donc les conséquences de cet impact majeur de l'Internet sur notre économie sont considérables. Internet nous a conduit à repenser en profondeur le secteur du commerce. 28 millions de Français achètent aujourd'hui sur Internet. C'est 3 millions de plus sur la dernière année. Pour un montant global de 31 milliards d'euros en 2010, on compte en France 82 000 sites marchands actifs. Si ces boutiques existaient dans le monde physique, cela représenterait une multiplication par 2,5 du nombre de magasins supplémentaires dans chaque commune de France. Pardon, j'imagine que vous connaissez tout ça par cœur, mais je crois que c'est important que les Français comprennent, ils le pressentent, mais comprennent l'impact économique majeur d'Internet. Pour le consommateur, le e-commerce est une opportunité, mais pour les commerçants traditionnels, chacun sait qu'Internet est un casse-tête qui transforme chaque jour son métier. Je note que la France a produit de grands succès dans le commerce électronique avec des modèles économiques qui ont inspiré de nombreux concurrents à l'international. De même, dans l'industrie comme dans les services, Internet a radicalement modifié les méthodes de travail et les modes de production, les communications électroniques, les outils de gestion collaboratifs, la possibilité d'échanger en temps réel avec un fournisseur ou un partenaire à l'autre bout du monde, le télétravail, sont autant de méthodes nouvelles que nos entreprises doivent intégrer sous peine, tout simplement, de ne plus être compétitives. Mais la vie de l'entreprise se trouve également bouleversée par l'arrivée de nouveaux métiers et le numérique est parfois vécu comme une menace pour qui maîtrise mal ces outils. La fracture numérique n'est pas qu'une question d'équipement et d'infrastructure, c'est aussi une question de formation. La fracture numérique, c'est ce que vit le travailleur qui se rend compte que son entreprise lui demande de changer de métier parce que le progrès des technologies lui impose de devenir ouvert à cette nouvelle technologie et qu'on ne saurait travailler avec quelqu'un qui ne comprend pas que ce n'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Nous devons donc penser ensemble ces défis pour que l'opportunité d'Internet profite à tous. Et vous-même, les acteurs de l'Internet, ne pourriez pas accepter qu'au nom de l'Internet, il y ait une exclusion. Exclusion territoriale ou exclusion sociale.
L'État lui-même n'échappe pas au bouleversement d'Internet, qui l'oblige à repenser ses structures et ses missions. C'est ce qui nous a amené à créer la Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, toujours poétique. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'il a fallu une direction, et donc un directeur. Alors, au cours de ces dernières années, les administrations ont fait de lourds efforts pour développer les services publics en ligne. C'est vrai, ces efforts sont inégaux, mais il y a eu effort. Et au-delà du développement de services publics en ligne, Internet a renforcé l'exigence de transparence que le citoyen est en droit d'attendre de la part de ses gouvernements. C'est un mot important. La transparence n'est pas sans poser des problèmes. Mais c'est une exigence, la transparence. Et elle est amenée par Internet. Un État plus transparent, une démocratie plus exemplaire, et j'ai demandé au gouvernement de créer un portail des données publiques en ligne, que nous allons faire, parce qu'il y a toute la question de l'accès aux données de base est une question absolument centrale sur laquelle on ne peut pas biaiser. Soit on la subira, soit on la revendiquera. Elle n'est pas sans poser des difficultés. D'ailleurs, vous tous, chefs d'entreprise, vous savez parfaitement que l'accès aux données de vos entreprises est un élément de la démocratie économique. Mais ça vous pose des problèmes aussi. Ça nous pose des problèmes. Mais ce n'est pas parce que ça pose des problèmes qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. C'est un choix, et c'est un choix, de mon point de vue, sans retour. L'ouverture des données publiques devra permettre à l'écosystème des développeurs et des start-up d'inventer des nouveaux services pour les citoyens. Et là encore, nous faisons appel aux entrepreneurs d'Internet pour imaginer les services que l'État n'a pas encore créés. Au fond, je me disais que Internet réalise une partie de ce que les philosophes des Lumières s'étaient fixés comme but, avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, rendre tout le savoir disponible, accessible au plus grand nombre. Ce qu'ils ont rêvé, vous l'avez réalisé. Les sources d'information sont innombrables. Simplement, leur abondance suffit-elle à former le jugement et l'esprit critique? Non. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un progrès. Naturellement, il faut que nous nous interrogions sur l'impératif d'apprendre pour l'élève sa leçon lorsqu'on peut mobiliser à souhait tout le savoir du monde disponible sur son téléphone portable connecté à Internet, et lorsque tous les élèves de la classe sont en mesure de faire le même exposé. Là aussi, il faut qu'on pose la question et qu'on y réfléchisse de l'autorité du maître quand l'élève pense qu'il peut tout savoir par le réseau, simplement par un clic. C'est un progrès que le savoir soit disponible. Et c'est un progrès que le savoir soit abondant. Mais ça laisse pendant l'idée de la hiérarchisation du savoir et de son organisation. Il en va de même d'une dimension encore plus fondamentale de l'apprentissage, celle de la socialisation. Internet redéfinit la façon dont nous rencontrons les autres, dont nous échangeons avec eux, dont nous restons en contact avec eux. Les blogs, les forums, les réseaux sociaux décuplent notre capacité à échanger, à discuter, à débattre. Je veux dire combien les Français sont actifs sur ces plateformes. 14 millions de blogs. Skyblog est le premier éditeur de blogs en Europe, et nous sommes 20 millions de Français sur Facebook. Je veux dire, l'image d'une France rétive à ce nouveau monde est absurde. Des millions de couples se sont créés sur les sites de rencontres, et il n'est plus gênant aujourd'hui, je ne sais même pas d'ailleurs si ça l'a été, de dire qu'on a rencontré son mari, sa femme, son compagnon, enfin, je ne rentre pas dans le détail, sur mes tics, je vois là le procès qui pourrait m'être fait instantanément. Disons qu'Internet est un outil formidable pour décupler notre capacité de connaître et d'échanger, d'aller au-devant de l'autre, et il n'est pas envisageable de s'en passer. Alors, l'économie, l'industrie, l'éducation, la socialisation, vous voyez bien que les questions que pose Internet sont éminemment politiques, au sens noble du terme. Elles vous interrogent, elles nous interrogent sur la façon dont on doit organiser la vie de la cité dans toutes ses dimensions. Plus profondément encore, en changeant la façon dont on travaille, dont on s'informe, dont on échange,
En modifiant la façon dont les jeunes développent leur personnalité dans l'interactivité, Internet agit sur toutes les composantes de l'identité, pas simplement d'un pays, mais l'identité personnelle. Mon métier, mon apprentissage, mon savoir, mes amis sont autant d'éléments qui vont définir qui je suis ou qui je souhaite être. Le changement qu'apporte Internet ne se lie donc pas seulement à l'échelle d'un changement de modèle économique ou de choc des générations, il se lie à l'échelle de la civilisation tout entière. Et c'est ce qui fait d'Internet un sujet incontournable. Et c'est ce qui fait de la censure de l'Internet ou de sa privation collective une violation inacceptable de la liberté d'expression d'un peuple, comme on a pu récemment le constater avec les révolutions arabes. Pour un peuple, la possibilité de communiquer via Internet abaisse le seuil de tolérance à l'oppression. Par Internet, celui qui se révolte peut prendre conscience qu'il n'est pas seul, conscience qu'il n'a pas forcément lorsqu'il doit sortir dans la rue et qu'il doit faire face à une oppression physique. Et la France s'était érigée contre la coupure d'Internet et du téléphone par le gouvernement égyptien en janvier 2011. Alors, face à ces bouleversements, quelle politique convient-il de mettre en place? Quelle est la place de l'État dans cette dynamique dont chacun sait qu'elle est portée par les entrepreneurs, le secteur privé? Un mot que j'aime pas trop, la société civile, parce que il y a assez peu de militaires ici, et bien que chef des armées, mon statut est civil, malgré tout. Et quelle méthode de travail devons-nous choisir pour prendre les bonnes décisions? Ce sont des questions extrêmement lourdes. Je crois que le rôle de l'État ne peut en aucun cas consister à brider le développement de l'Internet. Bon, ça serait moralement inacceptable, et de surcroît, ça n'aurait pas de sens économique. Le rôle de l'État n'est pas de construire des lignes maginaux contre les usages des internautes ou d'ignorer l'incroyable espace de liberté que représente Internet. Le rôle de l'État, c'est d'abord de reconnaître qu'Internet est un formidable progrès et de tourner la page. Enfin, je veux dire, c'est un progrès et ça doit être vécu comme tel. C'est une terre d'entrepreneurs, Internet, où tout est possible. Mais le rôle de l'État n'est pas non plus de laisser faire, de laisser passer des comportements qui ne respecteraient pas nos principes fondamentaux de société. Le siècle dernier nous a appris que chaque rupture technologique nécessitait un rappel de nos principes fondamentaux. Pourquoi? Pour éviter des erreurs. Et qu'au fond, on ne peut pas considérer une technologie ni comme bonne en soi, ni comme une fin en soi. C'est ce qu'on en fait qui importe de cette technologie. Internet est un territoire encore largement vierge, en expansion permanente. En lui-même, Internet n'est pas bon ou n'est pas mauvais. La question est de savoir ce que l'on veut en faire. Et on comprend la place de l'État quand on comprend la dynamique à l'œuvre dans l'Internet et la place qu'y jouent des gens comme vous, développeurs, créateurs, entrepreneurs. Ma conviction est qu'Internet est un territoire sans limite dont les frontières ne peuvent être réglées uniquement par le droit, la régulation ou le lien d'autorité. Car le droit, la régulation et l'autorité peuvent à tout instant être remis en cause par l'innovation technologique et par les usages. Une nouvelle façon d'écouter de la musique, une nouvelle façon de s'informer, une nouvelle façon d'acheter et de vendre, une nouvelle façon de socialiser ou d'échanger. Dans ces conditions, il me semble que le rôle de l'État est double. L'État doit d'abord faire respecter la règle de droit et défendre les principes et valeurs fondamentales qui sont les nôtres. Et ensuite, la responsabilité de l'État est d'encourager l'évolution de la règle de droit pour intégrer les bienfaits de l'innovation technologique. Mais comme l'innovation technologique va tellement vite, je ne voudrais pas que la règle, elle soit toujours en retard. C'est bien ça le problème, parce que c'est une question de vitesse parallèle. Si on prend un sujet qui a pu nous fâcher, Adopi,
Mais Hadopi n'est pas une fin en soi. Hadopi, c'est à un moment de l'histoire une solution imparfaite trouvée à un impératif que j'estime catégorique, immuable dans mon esprit, qui est la défense de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur, des créateurs, que j'ai toujours pensé dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un à changer d'avis sur des choses aussi fondamentales. Que la création a besoin de voir reconnu son droit de propriété. La France a créé le copyright et le droit d'auteur. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une affaire essentielle. En tout cas, à mes yeux. Mais est-ce qu'on peut faire mieux qu'Hadopi? Sans doute, naturellement. Mais même là n'est pas tellement la question. Parce que pour ma part, j'attends un jour où quelqu'un viendra me voir pour me dire qu'Hadopi n'est plus nécessaire, qu'on peut s'en passer, parce qu'un développeur, parce qu'un entrepreneur a trouvé un moyen de garantir un système de distribution qui permette le respect de la propriété intellectuelle et la juste rétribution des créateurs. Au fond, c'est encore le mieux. Parce qu'on m'a dit, mais alors est-ce que vous êtes prêt à Hadopi 3 ? Bien sûr que j'y suis prêt, mais je suis même prêt à un Hadopi 4, qui serait la fin d'Hadopi, parce qu'on aurait trouvé, vous auriez trouvé, un système qui permet de garantir la juste rétribution de celui qui est écrivain, qui est auteur, qui est compositeur, qui est réalisateur. Hein ? Alors je prends d'ailleurs ma part de l'erreur. Enfin, je veux dire que l'intuition que j'avais, c'est qu'on ne pouvait pas laisser les créateurs sans être défendus. Mais peut-être que la maladresse qu'on a fait, c'est qu'on a donné le sentiment que vous vouliez attaquer les créateurs. Et qu'au fond, si on avait mieux appris à parler, j'aurais dû prendre l'initiative plus tôt d'ailleurs, on aurait pu trouver un autre système. Vous voyez, c'est très important. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'Hadopi n'est pas une fin en soi dans mon esprit. C'est un moyen, même qu'Internet n'est pas une fin en soi, de même que la technologie n'est jamais une fin en soi. Voilà. Et je dis donc aux entrepreneurs, mobilisez votre créativité, votre imagination, non pas pour casser la contrainte, non pas pour enfreindre la contrainte, mais plutôt pour vous appuyer sur la contrainte et pour la dépasser. Pour imaginer l'avenir, nous devons travailler ensemble. Et je sais que pour nous, il y a une révolution de comprendre ce nouveau monde. Mais pour vous, c'est pas rien aussi d'accepter la main qu'on tend. C'est un effort des deux côtés, parce que je pense qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est pour cela que j'ai voulu créer le Conseil national du numérique. Parce que je me suis dit, on ne peut pas en rester à deux mondes qui s'ignorent, qui s'inquiètent, qui se méconnaissent. Bon. Il faut qu'on essaye d'associer les gens. Voilà. Et j'ai voulu y rassembler des personnalités compétentes de l'Internet français, en majorité des entrepreneurs, pour que sur tout projet, je dis tout projet, de dispositions législatives ou réglementaires, législatifs et réglementaires, susceptibles d'avoir un impact sur l'économie numérique, le gouvernement soit obligé de demander votre avis et bénéficie de l'éclairage qui émanera du secteur en cause. C'est ça le but du Conseil national du numérique. Alors je vois déjà l'immensité de ceux qui n'appartiennent pas me disent « mais pourquoi ?» Alors je n'ai pas voulu qu'il y ait des contenus dedans. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà représentés. Ils ont déjà leur propre représentation. Et je ne veux pas que le CNN devienne le lieu des oppositions traditionnelles. Je veux que le CNN représente votre univers et nous donne votre sentiment. On peut me dire aussi, pas les consommateurs, mais ils sont représentés. Le Conseil national du numérique, c'est ni pour attaquer, ni pour défendre les producteurs de contenu, ni les consommateurs. C'est pour avoir le sentiment du monde du numérique sur tout ce qui est législatif ou réglementaire. Alors, on pourra être en désaccord, certainement d'ailleurs. Et on ne serait plus une démocratie, ce serait plus en plus la France. Imaginez. Bon, on était d'accord sur tout. Bon. Il y a une partie de l'essence de notre pays qui disparaîtrait immédiatement sous nos yeux, ébahis. Bon. Donc il n'est pas question de ça. Mais il est question d'une chose beaucoup plus importante, que personne
ne puisse se dire « j'ai été pris en traître, je n'ai pas pu donner mon opinion, je n'ai pas pu faire valoir mon argument ». Qu'est-ce qui rend fou les gens? Ce n'est pas qu'on ne les écoute pas, qu'on ne les suive pas. C'est de ne pas avoir pu faire valoir leur argumentation, défendre leur position, comprendre leur attente. Et je suis sûr qu'on arrivera à ce moment-là à une responsabilisation de tout le monde et qu'on pourra trouver beaucoup plus de terrain ensemble. Donc cet éclairage du CNN, c'est celui d'un monde professionnel dominé par la jeunesse, à quelques rares exceptions. J'en vois. Une jeunesse qui caractérise ce Conseil, dont les membres sont à l'image de ce secteur, libre, entreprenant. Le CNN donnera donc des avis, formulera des recommandations, car il n'est pas question que vous attendiez qu'on vous sollicite. Soyez proactifs, proposez sur tout ce qui, à vos yeux, peut favoriser le développement de l'Internet en France. Il y a 1000 exemples, mais je sais que quand on a supprimé un certain nombre de niches fiscales, sans qu'on en soit conscient, on a touché au financement d'une partie des entreprises les plus dynamiques du numérique. C'est ce qui m'a été signalé par vous. Ça, le gouvernement est tout à fait à votre écoute. C'est vraiment les balles perdues, ça. Ce n'était pas du tout l'objectif. Mais à partir du moment où le monde de l'Internet n'était pas organisé, représentatif, il n'a pas pu se faire entendre là-dessus. Naturellement, le CNN sera libre de ses avis, mais je le dis, libre de ses saisines. C'est vous qui ferez l'ordre du jour et votre emploi du temps. Dans tous les cas, je souhaite que les décisions du gouvernement aient pu être nourries par la réflexion du CNN, par son écoute, par le dialogue avec le secteur, pour éviter contresens et contretemps, les deux. Je tiens à remercier les 18 membres du Conseil national du numérique qui ont accepté cette proposition. Je précise que c'est une mission bénévole. Donc je dis à tous les journalistes enquêteurs, enquêtez sur tout ce que vous voulez, mais là... Je sais qu'ils ont fait preuve d'ouverture, ce n'est pas facile pour tous d'accepter cette main tendue. Moi, je crois que c'est toujours une preuve d'intelligence de s'ouvrir. Mais enfin, il y a des habitudes de sectarisme. C'est une preuve de responsabilité. Je tiens à saluer le travail de tous ceux qui ont permis d'arriver là. Je pense à Pierre Kosciusko-Morizet, avec sa mission de consultation, à Éric Besson, le ministre en charge de l'économie numérique, fait un gros travail, tous ceux qui ont participé. Alors, un jour, on m'a dit, mais alors, qui doit être le président du CNN? Parce que on est dans le numérique, mais il y a quand même des réflexes. C'est vrai. Je dis, mais j'en ai absolument aucune idée. Mais pourquoi? Mais non, alors, si c'est un tel, il y a tel avantage. Si c'est un tel, je me suis trouvé... Bon. Je dis, mais dans le fond, si on faisait quelque chose que les 18 membres élisent librement leur président, et le président qui sera choisi sera très bien. Je dis aussi que le chiffre 18 n'est absolument pas bloqué, enfin, coulé dans le marbre. Il y a un niveau minimum, parce que sinon on ne pourrait plus travailler. Mais s'il devait s'avérer qu'il y a des oublis ou des gens qui veulent y participer, pourquoi pas? Moi, ce que je souhaite, c'est que le CNN soit libre de s'organiser comme il l'entend. La seule chose que je demande à ses membres, c'est de travailler de manière ouverte, en bonne intelligence, avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'Internet français, dans toute sa diversité. Alors prenez contact, les associations de consommateurs et de protection de l'enfance, les grandes entreprises, nationales ou internationales, les développeurs et entrepreneurs français. Je demande également au CNN de créer un dialogue étroit avec le législateur. Certains parlementaires prestigieux sont ici. C'est à vous de créer ce dialogue étroit. Et je veux d'ailleurs rendre hommage aux députés et aux sénateurs qui portent la vision du secteur d'Internet et du numérique au Parlement. Et j'ai conscience qu'il y a comment dire, des inégalités de compréhension et de formation au monde du numérique immenses,
mais ce peut être également l'une des missions du CNN que de contribuer à tirer tout le monde vers le haut. Alors, je terminerai en vous disant quelque chose, sous le contrôle de Maurice Lévy, qui m'aide beaucoup. Le CNN, pour dire vraiment ce que je pense, n'aurait aucun sens s'il était confiné au seul territoire national. Et j'ai même bien conscience du côté un peu décalé de prévoir un CNN français, c'est-à-dire avec des frontières, pour représenter un secteur du numérique qui, par définition, est mondial et n'a pas de frontières. Donc je vous demande de considérer le CNN comme un premier élément d'une politique qui est une dimension internationale, ce que nous allons faire avec le G8, mais je ne verrai que des avantages à ce que le CNN français crée, initie des CNN d'autres pays, et que même si on y arrivait, on est le CNN des CNN. Non mais vous, initiative française, mais naturellement, ce qu'on veut pour l'économie numérique française n'aurait pas de sens si ce qu'on décidait entre nous n'avait pas vocation à s'appliquer un jour aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Japon, partout ailleurs. Et j'ai voulu, ça n'a pas été simple, que Internet, qui est un phénomène global, soit à l'ordre du jour du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G8 à Deauville. Vous n'imaginez pas ce que ça a représenté comme force de conviction que de convaincre 8 chefs d'État et de gouvernement de parler de la question de l'Internet. Il y avait tous ceux qui étaient passionnés par l'Internet, mais qui se disent, si on en parle, ils vont croire qu'on veut les réguler. Il y a tous ceux qui ne sont pas absolument passionnés ou qui sont harcelés par d'autres problèmes, qui ont dit, mais écoute, avec le Japon, l'Égypte, la Libye, il y a peut-être assez. Bon. Eh bien, ils l'ont tous accepté. Et en amont du sommet de Deauville, les 24 et 25 mai, nous réunirons à Paris les représentants éminents du monde de l'Internet qui participeront à un forum G8 dont les discussions nourriront les réflexions des chefs d'État et de gouvernement. J'ai même prévu que des représentants du forum viendront parler directement aux 8 chefs d'État et de gouvernement pour leur dire pour leur disiez ce que vous attendez de nous. C'est colossal. D'ailleurs, aux États-Unis, ils regardent ce qu'on est en train de faire pour voir comment eux aussi peuvent mettre en place, je fais attention aux mots, ce qui est un début d'organisation. Donc je souhaite que les acteurs français soient mobilisés pour apporter leur contribution à cette réflexion globale dont les défis sont partagés par tous sur la planète. Enfin, je veux dire, une question comme la fiscalité numérique, c'est une question extraordinairement difficile. Il n'est pas question d'y travailler sans qu'il y ait une dimension internationale et sans que vous-même, vous nous disiez quel est votre point de vue. Il y a des sujets sensibles, la taxe Google, tous ces sujets-là. C'est justement parce qu'ils sont sensibles qu'il faut en parler. Et non pas dire, mon Dieu, on met ça de côté, on se rend compte, tout est beau, félicitations. Non, il faut parler de ça, pour éviter qu'il y ait des malentendus. Et essayer de porter à ce moment-là une réflexion globale. Vous êtes des acteurs de l'Internet. Vous n'êtes pas, il n'y a aucun d'entre vous qui est pour la fraude fiscale. Enfin, officiellement, en tout cas. Bon. Vous comprenez? Il n'y a aucun d'entre vous, me semble-t-il, l'immense majorité, qui ne doit pas considérer comme parfaitement normal qu'on vienne massivement sur un marché comme le nôtre et qu'on délocalise la totalité de la fiscalité avec le seul souci de la maximisation fiscale. La concurrence fiscale est quelque chose de sain, de normal. Mais la systématisation de cela, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vous-même accepter? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie d'un corpus de valeurs basiques?
au-delà de l'opposition, de la majorité, de la gauche, de la droite, tout ce que vous voulez. Il y a quand même, vous vivez dans une société, il y a des infrastructures, il y a des services publics, il y a des mots qui s'appellent la générosité, la solidarité, qui sont des mots couramment employés dans l'Internet. Bon, quand il y a tel ou tel acteur qui, de manière consciente ou inconsciente, contourne la totalité du dispositif, c'est-à-dire que c'est normal qu'un État comme le nôtre finance toutes les infrastructures, mais c'est anormal qu'un État comme le nôtre, qui a financé toutes les infrastructures, pose simplement la question du nombre d'emplois créés, de la fiscalité assumée, et que ça aille se mettre dans un endroit d'Europe ou d'ailleurs, parce qu'on y paye moins d'impôts simplement. Si vous étiez à ma place, vous poserez la question. Elle n'est pas illégitime, la question. Est-ce que je me fais comprendre? Enfin, je veux dire qu'entre ça et avoir une fiscalité qui pénaliserait la création d'entreprises sur Internet, qui n'est pas question, entre le rien et le trop, est-ce qu'il n'y a pas à inventer quelque chose? D'ailleurs, je voudrais vous dire d'ailleurs une chose. Il y a sans doute dans notre législation à balayer devant notre porte, parce que je sais parfaitement qu'un certain nombre d'entre vous sont obligés de mettre un certain nombre de plateformes à l'extérieur du pays parce que les législations sont beaucoup plus ouvertes. Je n'ai pas parlé simplement de fiscalité. Si, la législation. Donc moi, je suis profondément européen, je crois dans l'Europe. Mais je veux pour mon pays la meilleure réglementation, pas la moins bonne. Donc là aussi, c'est des sujets qui ne sont pas tabous. Je veux dire, quand un certain nombre d'entre vous doivent s'installer ailleurs, mon réflexe peut dire « Ah, les mauvais, les méchants ». C'est dire « Mais pourquoi ce qu'ils ont trouvé ailleurs en Europe ne le trouveraient-ils pas en France? Et que faudrait-il que nous fassions pour qu'ils le trouvent en France ?» Alors, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord, mais au moins posons la problématique. C'est vraiment une ouverture que je fais. En laissant comme base, voilà, entre aucune fiscalité et une fiscalité qui vous empêcherait d'innover, est-ce qu'on ne peut pas trouver un point de rencontre? Je vois que je suis accablé de demandes, d'associations, de défense, toutes les questions de moralité, de pédophilie. J'y attache beaucoup d'importance. Mais là encore, la liberté, c'est la base. La liberté, c'est la règle, c'est la base. Mais est-ce qu'on ne peut pas se mettre d'accord ensemble sur je le dis d'ailleurs devant un certain nombre de présidents d'institutions, sur un minimum de corpus qui fait que vous-même, pour l'image de l'économie numérique et de l'Internet, vous ne soyez pas en permanence en train de vous justifier de choses qui vous sont tout à fait étrangères. Est-ce que je me fais comprendre là aussi? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à évoquer ces projets, ces sujets, plutôt qu'à s'en défendre immédiatement? Je suis complètement sorti de mon discours, mais c'est vraiment ce que je pense. Donc, pour moi, dans le CNN, la fiscalité numérique, ce n'est pas un sujet tabou. La sécurité terroriste n'est pas un sujet tabou. C'est un sujet que je voudrais qu'on évoque avec vous. Il n'y a pas d'un côté les irresponsables et de l'autre côté les trop responsables. Un sinistre et sans cœur, je veux dire. La question des droits d'auteur, je dis un mot. La question du financement, j'en ai un mot. Et de l'indépendance d'un certain nombre d'entre vous. Hein? Donc voilà ce que je souhaite mettre en œuvre. Par ailleurs, dans le cadre du grand emprunt, nous avons prévu 2,5 milliards d'euros pour la numérisation des contenus, le e-santé et un certain nombre d'initiatives que nous sommes prêts à prendre. Donc, il y a des moyens qui sont prêts à exister. Notre pays a des atouts indéniables pour conforter sa place dans l'Internet. J'attends beaucoup du Conseil national du numérique. Je remercie ceux qui ont accepté d'en être membres et ceux qui ont accepté d'être dans ce lieu, pas forcément culturellement, un lieu où spontanément, un lendemain de week-end de Pâques, vous seriez venus. Et finalement, j'apprécie que vous pensiez que c'est un lieu de liberté aussi.
et je serais très heureux de pouvoir m'entretenir avec vous si vous acceptiez de prolonger cet entretien officiel de façon plus formelle. Il y a une chose à retenir. J'ai beaucoup de considération pour ce que vous avez fait, et je crois que des gens qui ont été capables de faire cela peuvent être capables, au moment de la maturité du développement de leur secteur, de construire eux-mêmes quelque chose qu'ils auraient vécu comme une intrusion extérieure. C'est donc, au fond, vraiment une preuve de confiance dans le secteur du numérique français. Merci à tous.